Bonjour à tous, je suis le docteur Cécile Jelnik, je suis médecin dans le service de médecine interne du CHU de Lille et nous allons parler aujourd'hui du syndrome catastrophique des antiphospholipides et dans cette première partie, comment ne pas manquer le diagnostic. Alors le syndrome des antiphospholipides, c'est une maladie très hétérogène avec de nombreuses manifestations cliniques. Comme vous le voyez sur cette diapositive, les patients peuvent présenter des microthromboses au niveau cutané, des lésions livédoïdes, des thromboses artérielles distales, mais également des thromboses veineuses des gros troncs avec des embolies pulmonaires, des atteintes macrovasculaires au niveau du système nerveux central ou même pendant le développement de la vascularisation fœto-placentaire. Dans cette analyse en cluster clinique de notre population de 500 patients atteints d'un syndrome des antiphospholipides, nous avons remarqué que les patients pouvaient se séparer en différents clusters en fonction de leur manifestation clinique. Il est intéressant de voir qu'il existe un cluster, ce cluster numéro 4 qu'on a appelé microthrombotique, qui regroupe justement ces patients qui présentent cette manifestation, ce syndrome catastrophique des antiphospholipides, mais également d'autres manifestations microcirculatoires. Et c'est également les patients qui sont plus fréquemment triple positifs pour les antiphospholipides. Donc le syndrome catastrophique, c'est la manifestation la plus sévère du syndrome des antiphospholipides. Heureusement, elle reste très rare, elle touche entre 1 et 5% des patients avec un syndrome des antiphospholipides. Mais c'est une manifestation grave et malgré une prise en charge thérapeutique intensive, la mortalité reste élevée autour de 30%. Et ce qui fait un petit peu la complexité diagnostique, c'est que parfois, cette complication peut être inaugurale, c'est-à-dire chez un patient qui n'est pas connu pour avoir un syndrome des antiphospholipides. Et ça touche environ 40% des cas de syndrome catastrophique. Donc, concernant les manifestations cliniques du CAPS, le rein est l'organe le plus fréquemment touché. Alors, il s'agit d'une atteinte le plus souvent microcirculatoire qui peut se manifester par une hypertension artérielle maligne, une insuffisance rénale aiguë, parfois une hématurie. Et si on va regarder au niveau biopsique, on retrouve des lésions de microangiopathie thrombotique au niveau rénal. Il y a également de nombreuses autres manifestations qui sont également assez fréquentes, les atteintes cardiaques, microcirculatoires. Donc quand on fait une coronarographie, le plus souvent les coronaires sont saines et les atteintes sont non systématisées. Les atteintes cérébrovasculaires, hématologiques avec des tableaux de microangiopathie thrombotique, une thrombopénie, des schizocytes, parfois une anémie hémolytique. Et également ces atteintes cutanées qui sont assez fréquentes, du livédo, des nécroses cutanées. Donc, dans notre cohorte de patients atteints d'un CAPS au niveau français, nous avons colligé les cas de patients avec des atteintes cutanées. Et comme vous le voyez sur cette diapositive, les atteintes les plus fréquentes sont le livédo, avec parfois chez des patients qui ont déjà un livédo, une majoration des lésions livédoïdes, des lésions nécrotiques qui peuvent être assez extensives. Et si vous biopsiez ces patients, dans l'immense majorité des cas, la biopsie est positive et vous permet de retrouver des microthrombes, notamment dans les vaisseaux dermiques, ce qui vous permet de confirmer cette atteinte microcirculatoire. Vous voyez un petit peu plus de la moitié des patients avec un syndrome catastrophique. Il y a également d'autres atteintes un petit peu plus rares. Alors au niveau des poumons, les patients peuvent présenter des hémorragies intra-alvéolaires. Au niveau abdominal, ce qui est assez classique, cette nécrose hémorragique des surrénales qui est fréquemment bilatérale. Il peut également y avoir d'autres thromboses digestives au niveau porte, mésentérique. Également des thromboses macrovasculaires qui accompagnent ces atteintes microcirculatoires, alors qui peuvent être diverses, des thromboses veineuses profondes, embolies pulmonaires, des ischémies aiguës de membres, des accidents vasculaires cérébraux. Donc, dans notre cohorte française de CAPS, vous voyez que l'atteinte rénale touche 76% des patients, 66% une atteinte cardiaque, un peu plus de la moitié une atteinte cutanée. Et puis après arrivent, comme je vous ai dit, les atteintes cérébrovasculaires, les nécroses des surrénales, les atteintes pulmonaires, etc. Au niveau biologique, les patients ont très fréquemment une thrombocytopénie, donc ce qui touche à peu près 76% des patients. Et vous voyez, c'est des thrombocytopénies qui sont souvent modérées. Vous voyez, le taux moyen de plaquettes chez nos patients était autour de 70 000 par millimètre cube, ce qui est plus élevé que ce qu'on voit classiquement dans les autres microangiopathies thrombotiques comme le PTT ou le SHU.
Et concernant le profil antiphospholipides des patients, vous voyez qu'il est très fréquent d'être triple positif. Ça touche presque 60% des patients, alors que dans les populations standards de syndrome des antiphospholipides, la triple positivité concerne plutôt 30% des patients qui ont un syndrome des antiphospholipides. Donc il y a des critères de classification qui ont été développés, publiés en 2003. Et donc, selon ces critères de classification, pour pouvoir parler de syndrome catastrophique des antiphospholipides, il faut avoir des atteintes d'au moins 3 organes qui sont synchrones ou au moins qui apparaissent dans maximum dans un délai de 7 jours, avec une confirmation histologique d'une atteinte microcirculatoire et la confirmation également de la présence d'anticorps antiphospholipides qui sont persistants à 12 semaines. Et donc, pour parler de CAPS certains, il faut que le patient remplisse tous ces critères. Et si un critère est manquant, on parle de CAPS probable. Mais finalement, dans la vraie vie, ces critères de classification qui sont bien souvent utilisés à visée diagnostique ne sont pas adaptés en pratique courante. Il faut savoir que c'est des patients qui sont souvent graves, anticoagulés, donc parfois difficile d'avoir une confirmation histologique de l'atteinte microcirculatoire. C'est pour ça que la peau peut être assez rentable puisque quasiment toujours positive et à plus faible risque hémorragique. Et il s'agit également d'une situation d'urgence et donc pour pouvoir poser le diagnostic et surtout débuter des traitements adaptés pour ces patients, il ne faut pas attendre la confirmation à 12 semaines des antiphospholipides chez les patients qui présentent un CAPS inaugural. Une notion également qui est très importante, c'est cette notion de facteur déclenchant du syndrome catastrophique des antiphospholipides. Dans la plupart des cas, vous voyez entre 65 et 80% des patients en fonction des séries, on retrouve un facteur déclenchant. Donc ce facteur déclenchant est assez fréquemment une infection, ça peut être aussi une grossesse, une intervention chirurgicale, parfois un cancer, rarement une poussée de lupus chez un patient qui aurait un syndrome des antiphospholipides associé à un lupus. Là, c'est les données du registre CAPS, qui est un registre européen rétrospectif qui a recensé environ 500 cas de syndrome catastrophique. Et on retrouve les mêmes facteurs précipitants que chez nos patients français, donc les infections, la chirurgie et les néoplasies dans les premières causes. Et plus récemment, également, nous avons rapporté au cours des grossesses, une attention particulière chez les patientes qui présentent une complication à type de HELP syndrome, donc une complication de l'insuffisance vasculoplacentaire très sévère. Et dans notre série rétrospective de 23 patientes avec un SAPL connu qui ont compliqué une grossesse d'un HELP syndrome, on voit que plus de la moitié d'entre elles, secondairement, développent un syndrome catastrophique dans le postpartum. Donc vraiment une grosse vigilance sur cette complication obstétricale très pourvoyeuse de CAPS. Et dans une série plus ancienne de 15 cas de syndrome catastrophique survenus pendant une grossesse, on voit que dans plus de la moitié des cas, ce syndrome catastrophique suit un HELP syndrome avec une mortalité maternelle et fœtale très élevée. Donc vraiment, soyez très vigilants en cas de survenue d'un HELP syndrome chez une de vos patientes avec un syndrome des antiphospholipides. Un autre facteur déclenchant très classique qui finalement n'avait pas été rapporté dans la littérature avant ces données sur notre cohorte du coup, française de patients SAPL qui a été publiée en 2023, cette notion d'arrêt ou de sous-dosage en anticoagulants chez les patients atteints d'un SAPL chronique. Et donc dans notre cohorte française, on avait 61 patients qui avaient un syndrome des antiphospholipides anticoagulés avant leur épisode de CAPS. Et on voit que chez la majorité d'entre eux, l'anticoagulation était sous-dosée au moment du CAPS. Alors un petit exemple de vraie vie, ce patient, monsieur D, âgé de 67 ans, un monsieur qui est connu pour avoir un syndrome des antiphospholipides avec des manifestations initiales artérielles avec une triple positivité pour les APL, un diagnostic très ancien, vous voyez, qui datait de 1986, un patient qui avait été un petit peu anticoagulé puis arrêté, qui finalement avait récidivé d'un nouvel AVC en 2005 et qui depuis 2005 a été sous AVK au long cours et parfaitement stable. En 2019, on lui trouve une tumeur rénale et donc il est programmé en clinique une néphrectomie partielle rénale droite. Et donc le traitement anticoagulant est arrêté en préopératoire. Et puis c'est une chirurgie à risque hémorragique. Le patient fait un petit hématome périrénal. À J7, il a une imagerie abdominale devant des grosses douleurs abdominales et on lui trouve un hématome périrénal droit et
surrénalien gauche qui devrait alerter, donc contralatéral au site opératoire. Dans un contexte de sepsis, avec un ECBU positif, une insuffisance rénale aiguë, donc l'anticoagulation n'est toujours pas reprise pour ce patient. Et puis à J14 post-opératoire, il fait une détresse respiratoire aiguë sur un OAP avec un syndrome coronarien aigu et il est transféré à l'USIC. Vous voyez son imagerie, vous voyez à gauche l'hématome, enfin, à droite du patient, et de l'autre côté, sur l'autre flèche, une surrénale qui est gonflée, donc une hémorragie à ce niveau-là. Et puis à l'USIC, finalement, donc, il a fait un infarctus multisystémique, pas possibilité de revascularisation qu'a vu tardivement, donc même pas de coronarographie initiale. Il a une IRM cardiaque. Et on reprend doucement une anticoagulation, mais adaptée sur le TCA, chez ce patient qui, je le rappelle, a un anticoagulant circulant lupique. Et à J2 de la réintroduction de son héparine, il se met à faire une thrombopénie avec un nadir de plaquettes autour de 43 000. Et puis quand on l'explore un petit peu au niveau vasculaire, il a également une thrombose de l'artère radiale et une thrombose veineuse jugulaire. Et face à ce tableau, on se pose la question, est-ce qu'il fait une thrombopénie induite par l'héparine? Est-ce qu'il fait un syndrome catastrophique des antiphospholipides? Donc ça me permet d'introduire un petit peu les diagnostics différentiels du CAPS auxquels il faut penser. Donc notamment chez un patient qui a un lupus connu, une poussée de lupus avec une atteinte qui peut être aussi vasculaire. La thrombopénie induite par l'héparine. Alors attention chez ces patients-là, du délai. Vous voyez que la thrombopénie est quand même très rapide après l'introduction d'héparine. Et puis je rappelle que c'est quand même très rare sous HBPN. Et puis, il faut penser également aux autres causes de MAP, les SHU atypiques, les PTT. Et comme je vous l'ai dit, souvent, la thrombopénie est beaucoup plus profonde dans ces tableaux de maths que ce qu'on voit dans le syndrome catastrophique des antiphospholipides. Et puis, les autres causes, PTI, endocardite, les syndromes paranéoplasiques, et puis plus récemment, les Covid-19 graves avec des orages thrombotiques. Voilà, pour conclure sur cette partie diagnostic, donc le diagnostic du CAPS peut être difficile en l'absence de tests diagnostiques spécifiques et en particulier si le syndrome des antiphospholipides n'est pas connu avant cet épisode de CAPS inaugural. Il y a une difficulté quand même en aigu à faire le diagnostic différentiel avec les autres microangiopathies thrombotiques. Mais attention, c'est un diagnostic qui doit être fait en urgence parce que c'est une maladie à haut risque de mortalité si on ne fait rien. Et l'enjeu, c'est également de savoir détecter les patients avant qu'ils fassent cet orage thrombotique et de savoir détecter ces stigmates de pré-CAPS, comme on dit, les petites thrombopénies, les débuts de majoration de livédo, les petites atteintes microcirculatoires, avant que le patient soit en défaillance multiviscérale en réanimation. Voilà, j'en profite pour vous rappeler que cette année, nous avons publié et mis à jour le PNDS sur le syndrome des antiphospholipides et vous retrouvez tous les éléments de diagnostic dans le PNDS. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.